Je m'appelle Madeleine, mais même si dans l'immeuble tout le monde m'a toujours appelée Madame Madeleine du rez-de-chaussée. Pendant plus de 40 ans, cet appartement a été le centre de ma vie. Un grand rez-de-chaussée dans un vieil immeuble en pierre, dans une petite ville près de Lyon, avec les carreaux un peu usés, le parquet qui craque dans le couloir, les fenêtres donnant sur la rue et le jasmin que j'avais fait grimper le long de la rambarde. C'est là que j'ai élevé mon fils, là que j'ai veillé mon mari Jean quand il est parti trop tôt. J'ai toujours pensé qu'un jour, si tout allait mal dehors, cet endroit resterait mon refuge, jusqu'à ce jour-là. Je revenais de l'enterrement de ma petite sœur à Dijon. 2 jours à écouter des souvenirs, à sourire tristement devant des vieilles photos, à sentir la même douleur partagée par tout le monde autour d'une table de cuisine. Le retour en train avait été long, avec cette lumière grise qui traverse les vitres et vous oblige à regarder vos propres pensées. Je ne voulais plus parler à personne. Je voulais juste rentrer, poser ma valise près du buffet, me préparer un thé et laisser le silence me recouvrir un moment. Quand le taxi a tourné au coin de la rue, j'ai vu immédiatement que quelque chose n'allait pas. Mes affaires étaient sur le trottoir. Juste devant la porte de l'immeuble, là-haut, les voisins garant parfois leur vélo, les rideaux de mon salon pendaient roulés en boule. La housse de couette à fleurs que ma mère m'avait offerte quand j'étais jeune dépassait d'un sac comme un linge abandonné. Il y avait aussi une petite table en bois que Jean avait vernie lui-même, appuyée de travers contre un conteneur de tri. Pendant une seconde, j'ai pensé à un dégât des eaux, à un incendie, à une fuite de gaz. Quelque chose d'accidentel, de violent mais de neutre. Mais il n'y avait ni pompiers ni ruban de sécurité, pas de voisins affolés. L'air sentait simplement la poussière, le vieux tissu, ce mélange de renfermé que dégagent les choses qu'on remue d'un coup. Et puis je l'ai vue, Camille, ma belle-fille. Elle était là, en legging noir et basket blanche, les cheveux attachés en un chignon haut. Dans une main, elle tenait un sac poubelle encore plein. Dans l'autre, un torchon comme si elle venait de nettoyer un plan de travail. Elle avait cet air concentré des gens qui se sentent efficaces. Quand le taxi s'est arrêté et que j'en suis descendue avec ma petite valise, elle s'est tournée vers moi et a esquissé un sourire. « Ah, tu es rentrée !» a-t-elle lâché, d'un ton faussement léger. « On a profité que tu étais à Dijon pour faire un peu de tri. » J'ai regardé le trottoir. Un album photo était ouvert au milieu du tas. Sur la page de droite, on me voyait avec Jean sur une plage bretonne, en kawaii, riant comme des gamins à cause du vent. Une trace de semelle boueuse recouvrait une partie de mon visage. Ah, queuteux, un carton débordait de livres de poche, certains à moitié mouillés. Je distinguais ma vieille édition de Madame Bovary avec sa couverture rouge. Un peu de tri, a répété Camille, comme si elle commentait la météo. J'ai senti quelque chose se contracter en moi, pas un cri, pas des larmes, autre chose, plus froid. Je n'ai pas demandé pourquoi, ni comment, je n'ai pas éclaté. J'ai posé ma valise contre le mur, j'ai cherché mon téléphone dans mon sac à main, et mes doigts, qui tremblaient un peu, ont trouvé un numéro sans même regarder l'écran. « Maître Bernard ?»« C'est Madeleine », ai-je dit quand j'ai entendu sa voix dans l'oreille. « Il faut que vous veniez chez moi. Aujourd'hui. » Il n'a pas posé de questions inutiles. Il m'a juste demandé si tout le monde allait bien physiquement, puis a dit qu'il passerait dès qu'il sortirait du cabinet. Quand j'ai raccroché, Camille me regardait, légèrement intriguée. « Tu aurais pu nous prévenir pour les papiers ?» a-t-elle repris. « On a trouvé des trucs qui datent des années 80, des relevés de banque, des ordonnances, des cartes postales. Tu ne lis plus tout ça, si ?» Je me suis accroupie pour ramasser l'album. Les photos étaient humides. Le carton commençait à gondoler. J'ai passé doucement la main dessus, comme on caresse une cicatrice. Au fond de l'album, j'ai aperçu une photo de ma sœur, jeune, devant le kiosque journaux de notre village. C'était presque ironique de retomber sur son visage, le jour même. Oh, je l'avais vu pour la dernière fois dans un cercueil. « On garde peut-être l'album, hein, Julien ?» ajoute Camille en se retournant vers l'entrée de l'immeuble. Mon fils est apparu, portant une autre caisse. Il s'est arrêté en me voyant. « Maman, tu es déjà là ?» Il a posé la caisse un peu trop vite, comme si elle était soudain lourde. « On voulait te faire la surprise de t'aider à désencombrer. On en parlait depuis longtemps. » Je l'ai regardé. Il avait vieilli sans que je m'en rende compte. Des petites rides autour des yeux,
un début de calvitie dissimulé sous sa coupe décontractée. Mais dans ce moment-là, je n'ai vu que le contraste entre le garçon qui me collait des papillons sur le frigo en CE2 et l'homme qui venait de mettre ma vie sur le trottoir. « Vous appelez ça m'aider ?» ai-je demandé, très calmement. Julien a jeté un coup d'œil à Camille. On s'était dit qu'on allait jeter ce qui ne servait plus, garder le reste, faire un peu de place. Avec les travaux qu'on prévoit, ça simplifie. Les travaux que vous prévoyez, ai-je corrigé doucement. Sans m'en parler. Camille a levé les yeux au ciel. « Madeleine, soyons honnêtes, tu ne peux plus t'occuper de tout ça toute seule, a-t-elle dit. Tu te fatigues. On essaie de t'aider à vivre dans un endroit plus adapté, plus moderne. » Le mot moderne n'a piqué plus que les autres. Moderne par rapport à quoi? Leurs chaises en plastique transparent achetées chez un Jean du meuble, à leur canapé gris sans histoire, à leurs plantes tendance qui mouraient au bout de 3 semaines faute d'eau. Je n'ai pas répondu. J'ai sorti le téléphone de ma poche et j'ai pris une première photo, puis une deuxième, puis une troisième. La colcha, non. La housse de couette, tachée. Les livres, la table, les sacs. Le visage de Camille, flou en arrière-plan, le trottoir, le numéro de l'immeuble, tout. « Maman, ce n'est pas la peine de dramatiser », a murmuré Julien. « Je ne dramatise pas, ai-je répliqué. Je garde une trace. » Je me suis redressée, j'ai pris l'album contre moi, et je suis rentrée dans l'immeuble sans un mot de plus. Je sais que certains voisins ont regardé par la fenêtre. Dans ces vieux immeubles, les rideaux bougent à peine, mais on sent tout de suite quand quelqu'un scrute. À l'intérieur, le choc a été différent. Le couloir paraissait plus large. Le petit meuble où je déposais mon courrier n'était plus là. Le porte-manteau, avec les vieilles vestes de Jean, avait disparu. Dans le salon, il y avait un vide sur le mur où se trouvait mon horloge comptoise. On avait déplacé les choses qui faisaient du bruit quand on marchait. Mais ce silence-là ne me plaisait pas. Je suis allée directement dans la chambre. Dans l'armoire, derrière mes robes d'hiver, j'avais une botte à chaussures avec les papiers importants. C'est Jean qui m'avait dit de les ranger là. Tu te souviendras toujours que c'est avec tes chaussures que tu marches. Alors mets les papiers pas loin, plaisantait-il. J'ai sorti la botte, je l'ai posée sur le lit et j'ai ouvert. Les contrats d'assurance, les anciennes feuilles d'impôt, le livret de famille et surtout l'acte de propriété. En haut de la première page, il y avait mon nom, juste le mien. Jean avait insisté le jour où nous étions allés chez le notaire, rue de la République. C'est toi qui tiens cette maison à bout de bras, Madeleine. Tant que tu seras en vie, ce sera chez toi, avait-il dit à la sortie, en me prenant la main. L'époque, ça m'avait touchée sans que je comprenne toute la portée de sa décision. La place. J'ai ressenti quelque chose de plus solide. Comme une colonne qui se redresse à l'intérieur de soi. Quand Maître Bernard est arrivé, 1 heure plus tard, j'avais déjà rangé la plupart des albums sauvés sur la table de la cuisine et étendu les draps humides sur le dos des chaises. Il a sonné, s'est présenté à Camille avec une politesse froide et m'a suivi jusqu'à la cuisine. « Racontez-moi », a-t-il simplement dit. Je n'ai pas enjoli les choses. Je lui ai expliqué l'enterrement, le retour, le trottoir, les phrases de Camille, le silence de Julien. Je lui ai montré les photos sur mon téléphone, les cartons, les objets cassés. Puis je lui ai mis l'acte de propriété dans les mains. Il l'a lu en silence, a vérifié les dates, hoché la tête. « Madame le maire, a-t-il fini par dire, rien de ce qui est à votre nom ne devrait se retrouver sur le trottoir sans votre accord, ni l'appartement, ni ce qui se trouve dedans. Ce n'est pas une question de go, c'est une question de droit. » Sa phrase n'a rien changé au fait, mais elle a remis de l'ordre dans ma tête. Ce n'était plus seulement une humiliation personnelle. C'était une faute, clairement identifiée. « Je ne veux pas les traîner en justice, » ai-je répondu, « c'est mon fils. Et elle, c'est la mère de mes petits-enfants. Je veux juste qu'on arrête de faire comme si j'étais déjà partie. » Il a pris un stylo et un petit carnet. « Alors, on va faire les choses proprement, » a-t-il dit. « D'abord, on documente tout. Ensuite, on parle. Mais on parle avec les bons mots. » Les jours suivants ont été épuisants, mais à ma manière, je reprenais pied. Le matin, je faisais le tour de l'appartement avec un cahier. Dans chaque pièce, je notais ce qui manquait, ce qui avait été déplacé, ce qui avait été abîmé. Je retrouvais des cadres laissés contre un mur,
Des bottes remisées au fond du couloir, des bibelots posés n'importe où. Toute ma vie avait été secouée comme un tapis qu'on bat à la fenêtre. J'avais mal à chaque découverte, mais je tenais ferme mon stylo. Camille me croisait avec de petits sourires pincés. « Tu vois, ça fait de la place, non ?» disait-elle en montrant un coin libéré. Je me contentais de la regarder. « Ce n'est pas l'espace qui m'inquiète, » répondais-je. « C'est ce que vous avez décidé de remplir avec ?» Julien, lui, essayait d'arrondir les angles. Il proposait d'acheter des nouvelles étagères, de repeindre les murs, de rafraîchir tout ça. Il avait ce ton que prennent certains hommes quand ils parlent à la fois à leur mère et à leur femme, comme s'ils jonglaient avec deux assiettes prêtes à tomber. Mais plus il parlait de peinture, plus je voyais le carton au sol avec ma vie dedans. Maître Bernard venait régulièrement. On s'installait dans la cuisine. Il apportait parfois des croissants de la boulangerie d'en face, comme pour désamorcer un peu la tension. On passait en revue ce que j'avais noté. Il me faisait préciser des dates, des noms, des phrases exactes. Il écrivait tout avec cette écriture série de juristes. « Je ne vous demande pas de vous battre, Madeleine, » disait-il. « Je vous demande juste d'être prête si on vous marche encore sur les pieds. » Un dimanche, j'ai décidé que le moment était venu de parler autrement que par allusion dans le couloir. J'ai appelé Julien. « Demain, j'aimerais que vous veniez tous les deux prendre le café, » lui ai-je dit. Il y a des choses à mettre à plat. Il y a eu un silence de l'autre côté. Puis un « d'accord, maman » un peu tendu. Ensuite, j'ai appelé Maître Bernard. « Je préfère que vous soyez là », lui ai-je expliqué. Pas pour faire peur, pour que les mots ne s'envolent pas. Le lendemain, j'ai sorti le service à café que je ne mettais plus que pour les grandes occasions. Ma vieille nappe blanche, un peu usée sur les bords, recouvrait la table. J'ai disposé des biscuits sur une assiette en porcelaine, posé le sucre dans le sucrier en verre taillé que ma grand-mère avait déjà utilisé. Ce n'était pas une guerre, mais je voulais que tout rappelle que nous étions dans ma maison, autour de ma table, avec mes repères. Julien et Camille sont arrivés presque en même temps que Maître Bernard. Les salutations ont été polies, un peu froides. On a parlé des enfants, de l'école, des grèves de train, de la pluie qui n'en finissait pas. La télévision, dans la pièce d'à côté, était éteinte pour une fois. On entendait seulement le bruit des cuillères dans les tasses. Au milieu d'une phrase anodine, j'ai posé ma tasse, regardé Maître Bernard, et il a compris que c'était à lui. « Je vous remercie d'être venu », a-t-il commencé. « Je sais que ce n'est jamais agréable de parler de choses délicates en famille, mais c'est encore moins agréable quand on ne les dit pas. » Camille s'est raidie. « On a vraiment eu l'impression d'aider », a-t-elle attaqué. « On ne voulait pas. »« Je suis certain que vos intentions, à vos yeux, étaient bonnes », l'a interrompu doucement Maître Bernard. « Mais laissez-moi vous rappeler un fait simple. » Il a sorti l'acte de propriété de sa serviette en cuir et l'a posé au milieu de la table, bien droit. De sa main, il l'a tourné vers Julien et Camille. « Cet appartement appartient à Madame le maire, » a-t-il dit, en pleine propriété. Tant qu'elle est en vie, personne ne peut décider à sa place de jeter ses affaires, d'organiser des travaux lourds ou de modifier sa résidence sans son accord explicite. Julien a blêmi un peu. Il savait tout ça, quelque part, mais je crois qu'il pensait que ce n'était plus très important. Qu'un jour, tout lui reviendrait naturellement. Que la vieillesse, c'était une sorte de prédon. Maître Bernard a ensuite sorti quelques feuilles imprimées. « Votre mère a pris des photos le jour. Elle est revenue de Dijon, » a-t-il poursuivi. « La loi ne se base pas sur des impressions, mais sur des faits. Il a étalé les photos sur la nappe, mes livres sur le trottoir, les draps, les bêtes, le cadre du mariage de Jean et moi, appuyé contre le conteneur de verre. Le pire, c'était ce sac poubelle noir, où l'on distinguait, dépassant de l'ouverture, le coin d'un cahier d'écolier et un morceau de napperon au crochet. Camille a baissé les yeux. « Et ceci, » ajoute Maître Bernard, en prenant une dernière feuille, « est une capture d'écran du message que vous avez posté sur le groupe WhatsApp de l'immeuble. » Il a lu à haute voix. « On vide l'appartement de ma belle-mère. Si quelqu'un veut récupérer des meubles ou de la vaisselle avant que ça parte à la déchetterie, dites-moi. » Dans la cuisine, on aurait entendu une mouche voler. On n'entendait même pas le bruit de la circulation dehors.
Ce n'est pas très élégant, d'accord, à tonton Camille. Mais tout le monde fait ça. Les meubles, ça se remplace. Les meubles, oui, a dit doucement maître Bernard. Les souvenirs de quelqu'un, non. Et surtout, ce n'est pas à vous d'en décider tant que la personne est là, assise en face de vous. Il m'a lancé un regard, comme pour me dire « À vous maintenant ». Je n'ai pas pris la parole tout de suite. J'ai regardé mon fils. Ses mains serraient sa tasse à café au point que ses jointures blanchissaient. J'ai pensé à lui bébé, malade la nuit, à moi, assise dans ce même salon avec lui contre ma poitrine. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais tenu, seule, quand Jean était hospitalisé, où j'avais payé les factures, fait les papiers, géré l'assurance. Tout ça, c'était invisible. Là, ne se mettez pas sur le trottoir. Julien, ai-je dit enfin, je ne te demande pas de choisir entre ta femme et moi. Je te demande de reconnaître que je suis encore là. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis les mots sont sortis, hachés. Je suis désolée, maman, a-t-il murmuré. Je n'aurais pas dit je laissais faire. Je n'aurais pas dû me laisser convaincre que c'était normal. Camille a relevé la tête, piquée. Je n'ai pas forcé, a-t-elle protesté. On était d'accord, on en avait parlé 1000 fois, Zach étouffé, tout ce bazar. Je me suis tournée vers elle. Ce qui m'étouffe, ai-je répondu, toujours calmement, ce n'est pas le bazar. C'est l'idée que ma vie est un bazar, que quelqu'un d'autre doit ranger à ma place. Elle n'a rien trouvé à répondre. Maître Bernard a détaillé ensuite ce qu'il proposait. Pas des menaces, pas des procédures agressives, une mise au point claire. Un écrit haut. Il serait stipulé que toute décision concernant l'appartement devait être prise avec mon accord. La promesse de remplacer, ou, quand ce n'était pas possible, d'indemniser ce qui avait été admis. Une sorte de petit contrat familial, pour que tout soit dit et consigneux. Julien a hoché la tête, honteux. Camille a signé aussi, avec une certaine raideur. Je voyais dans ses gestes qu'elle se sentait jugée, surveillée. Mais au fond, ce n'était pas mon problème. Mon problème, c'était d'éviter qu'on recommence. Les jours suivants, j'ai vu une autre version de mon fils et de ma belle-fille. Ils ont descendu des cartons de la cave, remonté ceux qui n'auraient jamais dipsé l'appartement. Ils ont recollé des cadres avec de la colle achetée en urgence au magasin de bricolage du coin. Ils ont astiqué la petite table en bois que Jean avait vernie, comme si frotter plus fort pouvait effacer la scène du trottoir. Parfois, je les reprenais. Non, ce cadre-là était sur le buffet, pas dans le couloir. Cette nappe reste ici. Je la garde pour les grandes occasions. Ce cahier, on ne le jette pas. C'est l'écriture de ton père. Je ne donnais pas des ordres. Je remettais les choses à leur place, comme on le fait quand quelqu'un a rangé. À sa manière, sans connaître le système, le temps a passé. La colère première s'est diluée dans la vie quotidienne. Le matin, l'odeur du café a repris le dessus. On entendait la boulangère crier « Bonjour Madeleine » depuis le trottoir. Les enfants de l'immeuble recommençaient à laisser leurs trottinettes devant ma porte. Je reprenais doucement mes habitudes, mes petites promenades au marché, mes conversations avec la pharmacienne qui me connaissait depuis toujours. Julien s'arrêtait plus souvent. Parfois, il venait seul. Il s'asseyait sur la chaise de la cuisine. Là-haut, son père s'asseyait autrefois, et il parlait. De son travail, de la fatigue, du stress. Un jour, la conversation est revenue sur cette histoire. « Tu sais, on était persuadé de bien faire », a-t-il dit en roulant une miette de pain entre ses doigts. On voit tellement de reportages sur les personnes âgées isolées dans des appartements surchargés, avec des tapis partout, des bibelots, des risques de chute. On s'est dit qu'on prenait les devants. Les devants, c'est me demander mon avis, ai-je simplement répondu. Pas me mettre dehors de ma propre histoire. Il a acquiescé. Il n'a pas cherché d'excuses. Il a juste répété qu'il était désolé. Et j'ai senti que, cette fois, il mesurait ce que ce mot voulait dire. Avec Camille, ça a été plus long. Pendant un certain temps, chaque geste de sa part avait un léger goût d'effort forceux. Elle apportait parfois des viennoiseries, proposait de m'accompagner chez le médecin, mais je sentais la jeune sous la politesse. Il a fallu du temps pour que cette gueule se transforme en quelque chose de plus sincère.
Un après-midi, alors que nous étions toutes les deux en train de plier du linge dans le salon, elle a posé un drap, s'est tournée vers moi et a lâché, presque d'un coup. Je crois que j'ai eu peur. De quoi? Ai-je demandé, surprise. De vieillir? A-t-elle dit après une pause. De finir seule dans un appartement rempli de souvenirs que plus personne ne comprend. Je me suis dit que si on faisait de la place, ce serait plus simple pour tout le monde, pour toi, pour nous. J'ai agi comme si ta vie était un problème à résoudre. Elle avait les yeux brillants, mais elle ne pleurait pas. Je me suis assise sur le bord du canapé. Tu sais, Camille, ai-je répondu, on a tous peur de quelque chose. Mais ce n'est pas parce que quelque chose te fait peur chez moi que tu dois le supprimer. Tu peux apprendre à l'accepter ou à le regarder autrement. Elle a hoché la tête. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, a-t-elle ajouté. Je veux juste que tu vois que j'essaie de faire mieux. Je n'ai pas sorti de grandes phrases. Je n'ai pas fait de scène d'émotion. Je lui ai simplement dit « Alors, montre-le dans les petites choses. C'est là que ça compte. » Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a commencé à m'écouter lorsque je racontais l'histoire d'un objet, au lieu de se contenter de dire « ça prend la poussière ». Elle m'a demandé la recette de la blanquette de veau de Jean, qu'elle trouvait d'un autre temps, mais qu'elle voulait qu'on m'emmenait m'apprendre pour les enfants. Elle a arrêté de déplacer les cadres en douce pour alléger visuellement les étagères. Et surtout, elle a cessé de parler de ta maison comme d'un chantier à optimiser. Un jour, Julien est arrivé avec un carton dans les bras. « Trouvé dans le local Poussette ?» a-t-il dit. « Je crois que c'est à toi. » Là, à Damport. Resté là le fameux jour. On a ouvert le carton sur la table du salon. Dedans, il y avait un album photo que j'avais complètement oublié. Des photos en noir et blanc de mes parents jeunes, de nous deux, ma sœur et moi, devant la petite épicerie de notre village, des fêtes du 14 juillet avec des lampions au bout de ficelle, des dimanches à la campagne avec des nappes à carreaux étalées sur l'herbe. On est restés là, tous les trois, penchés sur ces images, à commenter les coiffures, les vêtements, les sourires. « Tu vois ça ?» a dit Julien, en montrant une photo où mon père tenait une vieille valise. « Si on ne t'avait pas, on n'aurait aucune idée de qui c'est. »« Et ça ?» a ajouté Camille en pointant du doigt le visage d'une jeune femme en robe à fleurs. « C'est toi ?» J'ai éclaté de rire. « Non, ça, c'est ma mère. Et ça, là, c'est moi, avec ma frange ratée. » Nous avons passé l'après-midi à faire le tour d'une époque qui n'était pas la leur, mais qu'ils découvraient avec une curiosité nouvelle. La mesure qu'ils posaient des questions, je voyais, dans leur regard, que les objets qu'ils appelaient trucs vieux devenaient autre chose, des témoins, des petits morceaux de France qui n'existaient plus, mais qui continuaient de vivre dans ces pages. Je ne suis pas devenue une héroïne. Ma vie a repris un rythme ordinaire. Je continue à aller chercher mon pain à la même boulangerie, à discuter avec la voisine du premier sur le palier, à écouter les infos trop fortes sur la télé des voisins du dessus. Mais quelque chose a changé en profondeur. Ce n'est plus seulement mon nom sur un acte de propriété. C'est ma place, dans ma propre histoire, qui a été réaffirmée. Il y a encore des soirs où je repense à ce trottoir, à la première vision de mes affaires étalées comme un étal de brocante qu'on démonte. Là me serre toujours un peu la poitrine. Puis je regarde autour de moi. Le buffet est sa place, les cadres aussi. Mes livres remplissent de nouveau la bibliothèque. Et sur le balcon, le jasmin recommence à grimper doucement. J'ai compris quelque chose de précieux. On peut défendre sa dignité sans claquer la porte, sans hurler, sans casser plus de choses qu'on en répare. On peut dire non autour d'une table avec une tasse de café, des papiers bien rangés et une voix posée. Ce n'est pas spectaculaire, ça ne fera jamais la une des journaux, mais ça change un destin. Si toi qui m'écoutes, tu as déjà eu l'impression qu'on te repoussait vers le coin du canapé, qu'on parlait de ton appartement comme d'un problème à régler, qu'on rangeait ton passé dans des sacs poubelles au prétexte de t'alléger, laisse-moi te dire ceci, tu n'es pas un objet qu'on pose ou qu'on déplace. Tu n'es pas un tas de vieilleries dont il faut faire de la place. Tu es celle ou celui qui sait pourquoi cette nappe a des taches de vin, d'où vient cette chaise bancale qui a offert ce vase ébréché. Tu es la mémoire de ces murs, et ça a une valeur que même les notaires ne savent pas chiffrer. Tu n'as pas besoin de hurler pour exister. Tu peux t'asseoir, respirer, rassembler les preuves de ce que tu es,
regarder les gens en face et dire simplement « Je suis encore là ». Et tant que je suis là, on décide avec moi. Il y a des silences qui font beaucoup plus de bruit qu'on ne croit. Et des non tranquilles qui pesent plus lourd qu'un coup de poing sur la table. On a voulu traiter ma vie comme un tas pour la déchetterie. On a voulu que je me contente d'un coin de canapé dans un appartement qu'on aurait redessiné sans moi. J'ai choisi autre chose. J'ai choisi de rester debout, avec mes papiers, mes albums, mon jasmin au balcon, et une phrase que je me répète souvent en rangeant mes affaires, on ne jette pas quelqu'un qui se souvient encore très bien de qui il est. Et toi non plus. Tu ne dois pas te laisser jeter. Tu n'es pas seul.